Je vais vous reparler de la question palestinienne. Je connais assez bien Israël, je suis d'assez près les questions qui se posent là-bas. Et j'ai souvent oscillé entre plusieurs positions, je dois l'avouer. La première position, c'était de dire, ben oui, mais côté, on ne peut pas mettre en parallèle le peuple palestinien et le peuple hébreu. Parce que les Hébreux, vous comprenez, ils ont une religion matricielle majeure, alors que le peuple palestinien, finalement, ce n'est qu'une petite parcelle du monde arabe et du monde musulman. Et puis j'avais également le même problème avec la présence juive en France. Je disais, bon, la France, les Juifs, comment articuler tout ça? Et puis récemment, je crois que j'ai compris quelle était la bonne grille pour aborder ces questions. La bonne grille, d'abord, c'est de distinguer le yin et le yang. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où l'on est dans le yin, c'est-à-dire où on a tendance à compartimenter les choses, à morceler les choses, et des périodes où on a tendance à vouloir utiliser une approche plus globale, plus mondiale. Dans le premier cas, on est dans une forme de nationalisme. Dans le deuxième cas, on est dans une forme de supranationalisme, et le religieux, quelque part, est de l'ordre du supranational. Donc, à un certain moment, l'État d'Israël représente, au niveau yang, je dirais, le peuple hébreu, la matrice judaïque au niveau mondial, et d'autre moment, c'est simplement un nationalisme comme un autre. Un nationalisme qui a sa propre histoire. Les Israéliens ont leur propre histoire, ont leur propre culture, leurs propres références, qui ne sont pas les références du judaïsme, en tout cas pas avec. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'historique, de l'historicité, depuis la création de l'État d'Israël, depuis la création du foyer juif en Palestine. Et puis il y a toute la question, bien entendu, du vécu historique, du vécu politique, dans un monde particulier, avec des guerres, etc. etc. En tout état de cause, il est évident que la culture nationale israélienne n'est pas la culture nationale française, par exemple. On ne vit pas dans le même milieu, on ne vit pas dans le même creuset. Et puis à d'autres moments, il y a une dimension supranationale où là, les Juifs se sentent concernés globalement, par-delà leurs appartenances nationales respectives, et c'est la phase yang. Et c'est vrai aussi pour la présence juive en France. À certains moments, les Juifs se sentent français, se sentent marqués par cette culture. D'autres moments, ils ont une approche plus supranationale. Et donc à ce moment-là, ils se sentent juifs, peut-être plus ou autant que français. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie que, à certains moments, la France, et tous les gens qui vivent en France sont marqués par cette culture française. Tout comme les gens qui vivent en Israël, y compris d'ailleurs les Arabes, sont marqués par une culture israélienne. Et à ce moment-là, c'est cette dimension nationale, cette religion nationale qui l'emporte, qui va refouler toutes les autres appartenances, en fait. C'est-à-dire qu'on va être français avant d'être juif, avant d'être chrétien, avant d'être musulman, etc. etc. Et à d'autres moments, comme je l'ai dit, en phase yin, alors ça c'est la phase yin, en d'autres moments en phase yang, eh bien la dimension nationale n'est pas complètement satisfaisante, et on a tendance à vouloir se situer sur un plan plus global. C'est ça la phase yang. Donc, il n'y a pas un seul et unique schéma. Et c'est très important. La plupart des gens sont incapables de penser dans une sorte de dialectique
diachroniques, si on peut dire. N'est-ce pas? Ils se croient obligés d'établir des règles universelles et intemporelles. Alors qu'il y a une dualité, une dialectique, une alternance, et la notion d'alternance d'ailleurs, elle est au cœur même de tout le système démocratique, elle est au cœur même, c'est-à-dire, nous vivons dans des schémas qui prônent, qui acceptent, qui assument la problématique de l'alternance. Ne l'oublions pas. C'est pour ça qu'il y a des élections périodiques, dont la valeur effectivement est relative, puisque au fond, pourquoi telle élection a été élue à tel moment, plutôt qu'à tel et d'autres, mais, et puis c'est-à-dire ça dépend d'un pays à l'autre en plus, mais en tout cas, il y a ce principe. On admet qu'il puisse y avoir alternance, pas systématiquement, l'alternance n'est pas institutionnalisée, mais elle est rendue possible, elle est ouverte à des possibilités, à des options. Voilà, donc ce serait une erreur de tenir un discours, puis un autre discours. Non, il faut tenir un discours global qui intègre ces deux facettes, yin et yang, et à ce moment-là, on a moins de problèmes. Tout à l'heure, j'écoutais une émission avec Éric Zemmour et d'autres des journalistes. Alors, ils discutaient là-dessus, l'islam en France, etc. Mais ils n'ont pas du tout introduit ces concepts que je viens d'introduire maintenant. Ils ont besoin de trouver une réponse qui vaille tout le temps. Ils ne comprennent pas que les gens ne sont pas tout le temps dans la même attitude, dans la même approche. C'est dommage. Et ce que je disais tout à l'heure à une de mes interlocutrices que j'avais interviewée, pour d'autres raisons, je lui disais, toutes ces sciences sociales, ces sciences psychologiques, ce qui leur manque, c'est une colonne vertébrale psychologique. C'est la possibilité de savoir à quel moment les choses se font comme ceci, comme cela. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans mon système, en tout cas, yin-yang, ces phases yin-yang, on peut les calculer, on peut les prédéterminer, on peut les prévoir. Ce n'est pas aléatoire, comme et c'est pour ça que je préconise d'ailleurs un système, un nouveau droit constitutionnel qui soit ancré, qui soit articulé sur une cyclologie, et donc que les élections n'aient pas lieu à n'importe quel moment, et que ça ne dure pas un temps complètement arbitraire. Ça, à mon avis, ce sera le processus du XXIe siècle, que de se doter d'une véritable chronologie objective, extérieure, mais qui à la fois correspond à notre subconscience, en quelque sorte, et d'arrêter tout ce bricolage, tout cet empirisme où on donne des dates, fixe des échéances, alors qu'on n'a aucune connaissance de ces questions-là. On ne peut pas, comme ça, jouer avec le futur, baliser le futur à sa fantaisie. Il y a des structures, et quand on a un projet, il faut l'inscrire dans une cyclologie, et non pas dire, voilà, je me donne 3 ans pour faire ceci, ou dans 4 ans je ferai cela. C'est n'importe quoi. Alors, l'astrologie, je sais, à mauvaise presse, mais je crois on en viendra de ce positionnement négatif, parce qu'elle est incontournable. Et comme je le disais par ailleurs, l'Occident ne pourra survivre que s'il se dote de nouveaux moyens de réflexion, de nouvelles grilles de lecture, et donc il faut absolument qu'il explore des champs qui ont été négligés, et qu'il investisse beaucoup dans cette direction, notamment au niveau de l'astrologie, au niveau de la cyclologie, de façon à ce que l'on puisse marquer des points et prendre de l'avance par rapport à d'autres pays qui nous ont d'ailleurs emboîté le pas au niveau de leur organisation politique. Il faut que l'Europe soit pilote au niveau de la cyclologie. Ça me paraît une priorité absolue, et il faut que l'Union européenne comprenne cette nécessité et se donne les moyens de mettre en place des applications qui permettent d'intégrer les problèmes de cyclologie dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie juridique.